Ciao ragazzi, bienvenue à tous dans un nouveau numéro du podcast de la Beneamata. Asseyez-vous confortablement parce que c'est pas tous les jours qu'on est au deuxième meilleur endroit du monde après Giuseppe Meazza. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du bilan. On va cette fois-ci faire le bilan du coup du mois d'octobre qui est passé assez vite avec la trêve internationale qu'on a eu pour nous couper tout ça. Donc on va revenir comme vous en avez l'habitude sur ce mois d'octobre, notre Cambia Top, notre Scale Flop et ensuite l'avis tranché et puis le traditionnel quiz à la fin. Et pour ce très alléchant programme, j'ai deux intervenants qui ont déjà fait aussi leur bilan, chacun un mois. Déjà, on a Alban avec nous. Comment ça va, Alban? Salut Karim, salut tout le monde. Ça va plutôt bien. On a passé un très bon mois sur le plan comptable, même s'il y a eu une petite cette satanée coupure de trêve internationale, mais plutôt content ouais, d'être là pour revenir sur ce très bon mois d'octobre. Et on a aussi Gualtiero qui est avec nous. Comment ça va, P5? Ciao Karim, ciao Alban, très content toujours de vous retrouver pour parler de la Nostra Inter. Bah écoute, un mois qui au niveau des résultats semble quand même très positif, même si je pense qu'il y a des petites choses un peu négatives à noter, hein. On est là aussi pour faire la part des choses et c'est ce qui rend le podcast plus intéressant quand même, on va pas se mentir. Et vous devez savoir, évidemment, les auditeurs, que P5 n'est venu uniquement pour le quiz, et Exact. juste pour reprendre ses crédits de noblesse après le coup sur la Abattre société. Donc, l'ennemi, voilà, il les va deux vite mots. excuser tous ses avis, il va donner 3 mots et il va vite arriver au quiz pour reprendre, pour avoir sa première victoire. Et d'ailleurs, petit rappel, entre guillemets, des victoires. Donc, Fede a eu la première victoire face à P5. Et ensuite, c'est Lorenzo qui a eu la deuxième victoire face à Nico. Donc là, on jouera le troisième quiz. On va voir qui de Alban ou de P5 aura ce point-là. Mais en attendant, on va rentrer tout de suite dans notre podcast avec, comme vous connaissez très bien, le Cambia Top. Euh, P5, ton Cambia Top du mois d'octobre, qui est-ce? Alors écoute, il y en avait plusieurs à mettre en valeur. Donc moi j'ai décidé de pas forcément aller sur le plus, on va dire, le plus mis en valeur, mais je pense que c'est important de le faire, c'est Yann Sommer, le gardien suisse qui honnêtement, pour ce qu'on en attendait, honnêtement, c'est mon point de vue personnel, a été vraiment très performant et très intéressant, que ça soit surtout sur sa ligne, puisqu'il y a notamment des parades très importantes qui permettent à l'Inter de rester dans le match et ensuite d'aller chercher le résultat. J'ai notamment en tête celle contre Benfica et celle, puisqu'on tourne juste après, enfin dans les jours après, celle contre la Roma, sur la tête de Cristante, si je ne dis pas de bêtises. Donc honnêtement, j'avais envie de le mettre en valeur parce que, pour être encore une fois subjectif, je ne suis pas sûr qu'on ait le droit à des mois comme ça pendant toute la saison. Et pour la pression qu'il avait, parce que quand même venir après Onana, ce qu'il nous a fait la saison dernière dans le statut auquel il vient, oui, c'est un très bon gardien, mais pour moi, par rapport à Onana, il y a quand même une différence. Il arrivait quand même avec une certaine pression, entre guillemets, et je trouve que pour l'instant, bah, il l'assimile parfaitement et il répond totalement à ce que l'Inter demande au niveau de son gardien, que ça soit encore une fois sur sa ligne, mais aussi au pied, parce que je trouve qu'au pied, c'est pas incroyable, mais ça fait largement le taf et ça permet parfaitement à Inzaghi de proposer le jeu qu'il veut depuis le premier joueur derrière, à savoir le gardien. Donc c'est pour ça que pour tout ça, je mettrai Sommer. Vraiment une mention honorable pour ce qu'il fait depuis le début de saison, notamment là sur ces derniers matchs. Ouais, c'est important hein, de souligner le bon travail du dernier rempart. On s'est souvent plaint hein, sur, j'ai notamment en tête la dernière saison complète en tant que titulaire de Samir Handanovic pour avoir assez tiré sur un gardien. C'est vrai qu'il est arrivé avec une certaine sorte de pression de par les précédents gardiens qu'on a eus. On connaissait quand même le joueur. Après, sur la prépa, on a eu quelques doutes malgré tout. Mais force est de constater que depuis le début de saison, il s'est plutôt bien intégré, je trouve. Il s'incorpore parfaitement dans le groupe et dans l'état d'esprit de ce que veut prôner l'Inter 2023-2024. Donc, c'est important de le souligner parce qu'en général, quand tout va bien, comme on a eu la chance pardon, d'avoir sur ce mois d'octobre, c'est souvent des joueurs offensifs ou autres qui sont mis à l'honneur, mais il ne faut pas oublier que on a réalisé plusieurs clean sheets et des clean sheets qui ne sont pas toujours faciles parce que pour reprendre l'exemple du week-end dernier avec l'Inter face à la Roma,
il a une seule parade, à faire. C'est souvent dans ces moments-là où on voit justement les très bons gardiens et les bons gardiens. C'est une parade, qui rapporte des points, qui maintient une équipe, dans une rencontre qui était pas facile. Donc non, c'est très important de lui donner cette mention honorable et on espère que ça va poursuivre, toute la saison. C'est très important pour acquérir des titres d'avoir une très bonne défense et encore plus avec un gardien de grande qualité et décisif. Et toi, Alban, tu as un top, différent. Quel est ton top, pour ce mois d'octobre? Ouais, alors, même si évidemment je rejoins, hein, Sommer, c'est une très bonne idée pour le top de ce mois. Il y en a d'autres qui pourraient être mentionnés évidemment. Mais moi j'ai choisi de prendre, Denzel Dumfries qui, selon moi, fait un mois d'octobre très, très bon, tant sur le plan statistique, même si les statistiques j'aime pas trop en parler parce que c'est à géométrie variable selon moi, mais plutôt sur, l'impact et ses prestations, ses performances. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins d'écart, entre le Dumfries qu'on avait l'habitude de voir, par exemple, avec, la sélection, néerlandaise et le Dumfries qu'on voyait avec l'Inter. Je pense qu'il a franchi un cap, notamment en termes techniques. Il a même beaucoup moins de déchets. Il a une variation un petit peu dans son jeu. Je le trouve un petit peu plus, provocateur, un peu plus dribbleur, pourquoi pas. Alors que, on pouvait le résumer sur les dernières saisons à un joueur, qui avait vraiment besoin d'espace, qui avait vraiment besoin d'être lancé, pour pouvoir faire des différences avec un très bon jeu de tête et parfois des centres un petit peu limites. Là, il a une connexion, je trouve, assez sympathique à voir avec, notamment Marcus Thuram. Je crois qu'il lui fait, 2 ou 3 passes décisives, sur le mois d'octobre. Donc, déjà, il y a c'est une belle connexion qui est née entre les 2 et ça fait état de lieu justement de je pense de cette confiance et de ces bonnes prestations qui se succèdent les week-ends, qui se suivent. Donc, moi je suis très content, de pouvoir compter sur un piston de très bon niveau pour le moment. Il ne faut pas non plus, s'enflammer, mais il faut le souligner également quand, quand il fait de très bonnes choses, parce qu'on lui a assez tapé dessus quand il faisait des prestations un petit peu, en dessous de ce qu'on attendait. Donc je suis très content d'avoir un piston droit digne de ce nom et qui est décisif et qui apporte véritablement un gros impact sur cet Inter, notamment sur ce qu'on a pu voir au mois d'octobre. Bah, je suis complètement d'accord avec, ce que dit Alban, hein. Encore une fois, j'ai presque envie de dire que ce qui était un point faible, hein, depuis plusieurs saisons et le départ d'Hakimi, c'est en train de devenir un point fort. Parce que c'est vrai que Dumfries, l'impression visuelle que tu vois déjà sur le terrain, l'expression corporelle et même en dehors du terrain, c'est peut-être un joueur un peu plus libéré au sein de cet Inter qui a peut-être complètement assimilé ce que recherche Inzaghi et est en train de l'exploiter à merveille. On voit notamment sur beaucoup plus de prises d'appel, beaucoup plus aussi de provocation balle au pied. Encore une fois, je prends exemple du match contre la Roma. On a tous vu cette action qu'il fait sur Zaleski où il le trimballe, entre guillemets, avec tout le respect, à l'image d'un Hakimis qui pouvait faire l'année Scudetto, on s'en rappelle. Donc honnêtement, oui, comme le dit justement Alban, on a critiqué à juste titre, mais dans l'autre sens, il faut aussi savoir faire son mea culpa. Je ne sais pas, parce qu'on va attendre de voir dans la durée, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, dans un 3-5-2, c'est essentiel d'avoir deux pistons de qualité. Pendant plusieurs années, on avait une différence entre les deux avec un côté gauche beaucoup plus actif. Là, il faut avouer que le côté droit, bah, il commence à être de plus en plus dangereux. Et comme le souligne Alban, je pense aussi que les connexions qu'il y a avec des joueurs qui sont arrivés, je pense à un Thuram, une connexion avec un Çalhanoğlu qu'on connaissait déjà, mais qui est en train de se renforcer puisque Çalhanoğlu a un rôle beaucoup plus clé et beaucoup plus important. Je pense que c'est tout bénef pour lui et ça lui permet aujourd'hui, je pense, hein, d'être dans les meilleurs latéraux ou pistons latéraux, on va dire, sur le flanc droit de Serie A à l'heure actuelle. Encore une fois, je tiens à préciser. Juste avant de passer au scale of flop, n'oubliez pas d'ailleurs pour, les auditeurs qui nous écoutaient, de vous abonner, hein, sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Spotify, du podcast pour être tenu au courant de tous les nouveaux podcasts et évidemment de mettre, les 5 étoiles sur Spotify pour mieux, référencer le podcast. Alban, on va passer par toi pour le premier, pour ton scale of flop, du mois d'octobre. À qui tu penses, comme nom?
Bah, ça va être assez rapide, hein, on va pas passer 45 ans, dessus. J'ai mis Cuadrado en flop, bah, de toute façon on ne l'a pas vu, sur le terrain, donc j'aime pas spécialement parler de joueurs qui n'ont pas, matière, dont on n'a pas nous matière à parler d'eux sur le plan sportif. C'est juste que voilà, c'est sa venue qui au-delà du joueur et de l'homme, ce qu'il représentait avant de venir, moi ça m'embête pour parler poliment. Encore une fois, d'avoir été chercher, un joueur avec, quelques pépins physiques qui en plus se confirme et s'aggrave de manière plus importante, avec le temps qui avance. Donc je trouve ça dommage, d'avoir pris ce joueur, plus, tout ce que ça a pu apporter au niveau extra sportif. Donc je le mets dans le flop. Encore une fois, j'avais été sévère sur mon dernier flop, le mois précédent, parce que je m'étais basé sur une erreur, importante, mais aussi c'était difficile de trouver un flop parce que le mois avait été plutôt bon. Là, c'est la même chanson qui se répète, le mois est très bon, on va pas s'en plaindre et du coup, c'est difficile de trouver un flop. Donc, je tape un peu sur Cuadrado et sa condition physique qui fait qu'on ne peut absolument pas compter sur lui, alors qu'il était censé apporter, selon, les différents avis, une certaine plus-value, avec son expérience et cetera. Ouais, encore une fois, d'accord. C'est pas forcément celui auquel j'aurais pensé en premier et c'est dire aussi, hein, pour moi, au-delà évidemment du contexte extra sportif pardon, qui entoure Cuadrado avec, bah, voilà, hein, son arrivée de l'ennemi, à savoir la Juve. Bah, c'est vrai que, bah, ma considération quant à ce joueur, en fait, le fait qu'on ne le voit même pas, j'ai limite l'impression qu'il est même pas dans l'effectif, quoi. C'est dire. De toute façon, on va pas se mentir, oui, c'est sportivement une plus-value. C'est sportivement une plus-value, surtout à l'époque quand on s'attendait à ce que Dumfries pourrait proposer dans cette équipe. Pardon, c'était une vraie solution viable et il l'a montré sur les premiers matchs, sur ses rentrées où il était plutôt intéressant. Après, il ne faut pas se mentir aussi. Quand tu vas le chercher, c'est un risque à double tranchant. Tu sais très bien que c'est un joueur qui physiquement est un peu en complication au niveau des blessures. Donc quand tu vas chercher chez l'ennemi juré, enfin chez l'ennemi juré non puisqu'il est libre, mais quand tu vas chercher chez l'ennemi un gars qui physiquement est en difficulté, tu sais que ça va être qui tout double. Soit le mec se rétablit de ses soucis et il va apporter beaucoup et ça va passer. Par contre, si ça passe pas comme ça, c'est sûr que ça va faire grincer les dents, notamment au niveau de la tifoseria. Et moi, je m'inclus dedans comme Alban. C'est vrai qu'on est déçu, je sais pas si c'est le terme, parce qu'on pouvait s'y attendre, mais c'est vrai qu'on est frustré parce que bah, un joueur qui joue pas, forcément, ça fait toujours, tu l'as toujours là, quoi. Enfin, là, on voit pas, mais au niveau de la gorge, quoi, vous avez compris. Donc, oui, forcément déçu parce que ça enlève à Inzaghi une pierre à son édifice, quelqu'un qui pouvait lui permettre, pourquoi pas, de trouver des solutions en sortie de banc. Après, j'ai envie de te dire, pour faire un parallèle avec ce qu'on disait juste avant, avec la saison qui est en train de nous faire Dumfries, tu vois, c'est pas forcément le joueur qui va me. C'est pas le game changer de l'Inter, je pense, pour l'instant. Donc, on va dire que pour le moment, moi, c'est pas celui qui me saute le plus aux yeux, mais c'est vrai qu'il faut souligner cette absence qui commence à faire beaucoup de temps là. Juste, je rebondis là-dessus. Il y a plusieurs, tifosi qui ont fait un parallèle avec l'arrivée de Kolarov à l'époque. Je trouve que la comparaison est plutôt, logique, après à voir, ce que ça va nous apporter potentiellement dans le temps. Mais je mets ça un petit peu dans le même état d'esprit, sachant que, pour moi Cuadrado partait d'encore plus loin, que Kolarov à cause justement de son passé, chez la Juve. P5, toi, pour, ton flop, du mois, qui est-ce que tu nous as choisi? Et ben moi, écoute, je me suis basé sur le sportif, donc sur les joueurs que j'ai vus sur le terrain, tout simplement, même si le flop d'Alban est tout à fait légitime. J'ai fait entre guillemets facile, parce qu'on ne peut être que déçu de son début de saison. C'est Nicolo Barella. Je suis obligé, hein, forcément, quand on connaît la qualité et quand on a vu ce qu'il est capable de montrer, le milieu natif de Sardaigne, forcément, on doit s'attendre à mieux. On a un joueur très brouillon, un joueur qui manque de confiance, hein, j'ai l'impression tout simplement, et qui aussi, pour moi, découle effectivement, disons, de l'équilibre tactique qu'a réussi à trouver Inzaghi avec ses nombreuses individualités. Quand il y a un Mkhitaryan à côté de lui, qu'on voit beaucoup plus qu'à l'accoutumée, entre guillemets, je trouve que ça peut s'expliquer par là, mais c'est vrai que techniquement et individuellement, Barella ne fait pas souvent les bons choix. Barella est souvent presque à contresens. Alors, on est obligé de prendre un flop, donc je le dis lui. Oui, pour moi, c'est un flop cette saison pour le moment.
et sur ce mois-ci plus exactement. Après, encore une fois, une carrière d'un joueur, c'est comme tout dans la vie, tout n'est jamais positif. Ça t'arrive d'avoir des moments un peu de moins bien. Donc, nul doute que Barella reviendra à un moment au top de sa forme, au top de son niveau. Peut-être aussi une question physique, parce que c'est un joueur qui a beaucoup enchaîné depuis maintenant 3-4 ans. Beaucoup d'interrogations sur Barella. Je pense que même lui, on va pas se mentir, s'en pose. Mais après, voilà, hein, ça fait partie de la vie. Tu as des cycles bons, des cycles négatifs. Donc, on va voir ce que ça donne sur les prochains mois. Mais force est de constater que sur ce début de saison, Barella est l'ombre de lui-même par rapport à ce qu'on a vu les dernières saisons. Pour, encore une fois, faire un lien avec ce que dit, Gauthier et faire un lien avec ce qui a déjà été dit sur, le bilan, du mois dernier. Hem, Barella, en fait, on peut le mettre, la question se posait déjà sur le mois précédent. Là, on a vu un petit peu plus de choses et ça confirmait un petit peu les doutes et les craintes, qu'on pouvait avoir sur lui, concernant surtout l'importance qu'a ce joueur au sein de l'effectif, de l'animation et de son talent aussi, tout simplement. Dire que c'est un flop, ça veut pas dire que, ça a été le plus mauvais, ça veut pas dire que c'est le plus catastrophique. C'est plutôt, c'est pas dire qu'il est mauvais, voilà. C'est juste qu'il est en dessous de ce que l'on sait de lui qu'il est capable de faire et que, bah, quand on a vu un Nicolo à un niveau absolument stratosphérique, pardon, sur, les 2, 3 voire 4 dernières, saisons, et bah, effectivement, quand il est en dessous du niveau qu'on a connu de lui, c'est normal qu'on soit un petit peu déçu et j'irais même au-delà, qu'on s'inquiète parce qu'on sait qu'il est très important, voilà, comme je l'ai dit, pour l'animation, pour le club et pour tout ce qui l'entoure. Donc, on n'est pas du tout en train de lui cracher dessus non plus. La question physique, Gauthier a totalement raison de la poser et de la souligner puisque, à une époque où il y a des joueurs qui sont les ligaments croisés tous les 4 matins, des matchs qui sont joués tous les 3 jours et ainsi de suite. Bah, effectivement, un joueur qui a une telle débauche d'énergie et un tel niveau d'activité sur le terrain, bah, c'est sûr qu'au bout d'un moment, il en paye les frais. Je ferai le parallèle, par exemple, avec un joueur comme Pedri au Barça ou dans ce genre, dans cet état d'esprit, pardon. Donc, c'est pas du tout, lui faire offense, hein. C'est plus, voilà, souligner que nous, en tant que tifosi, bah, on peut pas intervenir sur le terrain, ni même avec lui directement. Mais voilà, on s'inquiète et on espère que le niveau, il va être en capacité de le rehausser pour justement qu'il soit vraiment, dans la même dynamique que tout le monde. Parce qu'il y a peut-être des joueurs qui surperforment à l'heure actuelle ou qui sont dans une très bonne forme de leur carrière et c'est un peu dommage qu'un joyau comme lui, bah, ne puisse pas être au même rendez-vous que les autres alors qu'on sait qu'il en a, cette capacité-là. Messieurs, on va passer du coup, à l'avis tranché et cette fois-ci, ben, c'est toi P5 qui a, un avis tranché à nous faire partager. Lequel est-ce? Bah, écoute, je suis resté sur l'actualité et d'ailleurs, on a beaucoup parlé de lui ces dernières semaines parce qu'il fait des bonnes entrées et c'est quelque chose pour lequel je milite depuis très longtemps. Alors, c'est pas quelque chose qui va faire lever de sa chaise tout le monde, mais moi, c'est un avis que je porte depuis le départ, depuis que je l'ai découvert quand il était à Empoli. Pour moi, et seulement pour moi, comme on dit dans le milieu, Aslani n'est pas un numéro 6 et c'est un gâchis de le mettre en doublure de Çalhanoğlu. Pour moi, Aslani a un volume de jeu qui correspond tout simplement au rôle de Metsa, au rôle de numéro 8. Et moi, personnellement, j'aimerais qu'Aslani s'intègre plutôt dans la rotation d'Amkhitaryan et que même à l'avenir, Aslani prenne ce poste-là de numéro 8 où je le trouve beaucoup plus libéré, beaucoup plus à l'aise. Alors qu'en numéro 6, même si c'est mieux les dernières semaines, j'ai vraiment l'impression qu'il est pas timoré, mais disons qu'il est restreint. Ça se voit qu'il est restreint et qu'il ne fait pas les choses qu'il a envie de faire et cette liberté qu'il a sur le terrain. Et pour la petite parenthèse, je l'avais découvert, on l'avait découvert au Giuseppe Meazza. C'est lui qui marque le but de l'ouverture du score, le dernier match de la saison par Empoli face à l'Inter. Et c'est là où je m'étais dit que ce gars-là, il a une capacité notamment de projection qui lui permettrait d'être plus haut sur le terrain qu'en numéro 6. Voilà. C'est un avis que je partage également. On sent qu'il a les capacités, voilà, pour jouer à ce poste-là. Après, je pense je vais être peut-être un peu moins sévère, sur la gestion vis-à-vis de lui. Je pense que s'il est mis là, c'est peut-être pas non plus enfin, s'il est mis en position de regista, c'est pas spécialement, un hasard, non plus. Il a une très bonne qualité technique.
Il faut qu'il se développe, dans ce sens-là. Il faut qu'il après ça, c'est un discours de toute façon qu'on a depuis son arrivée, comme quoi il faut qu'il ait du temps de jeu, qu'il progresse et cetera et cetera et cetera. Mais, moi je trouve que justement, il a quand même des capacités pour jouer en regista. Il a un très bon jeu long, une très bonne, alternative jeu long, jeu court. Il a une bonne, capacité à temporiser. Par contre, il a un peu moins de capacité pour accélérer le jeu, chose que par contre il arriverait, je pense, à mieux faire en tant que mezzala. Peut-être parce qu'il aurait un peu moins de pression et qu'il se dirait: «Voilà, si je tente, quelque chose de plus tranché, quelque chose de plus percutant et ben si je me foire, il y a le regista qui est derrière, plus les 3 défenseurs. Là, il peut-être qu'en position de regista, il est peut-être un petit peu plus, cadré, un petit peu plus, conventionnel, et qu'il lui manque, un peu cette prise de risque sur le plan, offensif, même si je pense qu'il va progresser justement dans ce sens-là et que c'est avec, des matchs clés ou des actions clés qu'il va prendre conscience et confiance, là-dessus. Mais voilà, quand tu es regista, si tu fais une erreur, bah, derrière, il y a que les défenseurs. Surtout sur une équipe qui est censée être joueuse et qui peut avoir une projection vers l'avant, très, très rapide avec des défenseurs, sans trop de côté comme Bastoni ou Pavard qui ont cette notion d'apporter vers l'avant. C'est vrai que quand tu perds le ballon et ben, c'est pas la même quand tu as une personne derrière que quand tu en as 3, 4, 5. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut pas être, spécialement, Heu, sévère, là-dessus. Après je vais te laisser rebondir, Gauthier, sur ça évidemment. Mais je pense qu'il a la capacité de jouer aux 2 et c'est plus d'un point de vue effectif et dans le point de vue de sa progression et de ce qu'on veut faire de lui à l'avenir qu'il faut, malgré tout je pense le confirmer sur ce poste. D'autant plus que pour moi il a les caractéristiques et les qualités pour y arriver. Bah, justement, je voulais juste rebondir sur ce que tu dis, encore une fois, je suis entièrement d'accord, mais moi, tu vois, c'est ça qui me gêne dans cet effectif, à savoir qu'on a des joueurs qui peuvent jouer aux 2 postes, mais le problème d'un Çalhanoğlu et d'un Asllani qui sont très bien et qui peuvent faire de très belles choses dans ce poste, on l'a vu, mais c'est que pour moi, il te manque ce numéro 6 de métier dans cet effectif qui te permet, dans les situations qui sont un peu plus, on va dire, un peu plus critiques et le meilleur exemple pour moi, c'est le match contre la Real Sociedad, où tu prends l'eau et où tu as besoin de calmer, il te manque ce leader numéro 6 qui est capable de dire un peu comme un Rodri: «OK les gars, c'est moi qui prends tout en main, vous inquiétez pas, je gère.» Et ces 2 joueurs, pour moi, tu vois, n'ont pas la carrure. C'est pour ça aussi que, tu vois, j'aimerais, pourquoi pas, un Asllani dans la hiérarchie qui soit impliqué en tant que numéro 8, mais il est capable de jouer 6 et qu'on ait derrière un vrai regista, une vraie point de base de métier qui est là pour faire le sale boulot, entre guillemets, ce que Çalhanoğlu et Asllani, pour moi, ne sont pas capables entièrement de faire. Donc c'est une question d'équilibre d'effectif aussi, c'est pour ça que je dis ça également. Juste sur cet aspect-là, c'est vrai que là, par contre, c'est un point assez marquant. L'aspect du sale boulot, l'aspect défensif, c'est là où parfois, bah, on peut ressentir qu'à Cannes, bah, c'est anciennement un 10, que, bah, justement Asllani, il a peut-être cette préférence pour jouer un cran plus haut et être ce fameux numéro 8, milieu relayeur, pou dans cette capacité défensive-là. Après, la différence, j'ai envie de te dire, c'est que j'ai beaucoup plus d'espoir en Asllani qu'en Hakan sur ce point-là, parce qu'Aslani, il est jeune et il a le temps de encore, s'améliorer, développer, son côté plus agressif, plus défensif, plus vicieux. Après ça, tu as souligné un autre problème que moi je vais pas rebondir dessus, sinon je vais m'énerver jusqu'à Al Nasser en Arabie Saoudite, donc ça va pas le faire. Mais, mais voilà, faut je pense qu'avec Aslani, il faut lui laisser encore, c'est vrai que c'est des choses qu'on répète à chaque fois, mais je suis persuadé que ça va payer. S'il a de la confiance, si les prestations collectives aussi de ce qui l'entoure, sont justement dans ce bon sens-là, il y a pas de raison pour qu'il puisse, pour qu'il n'y arrive pas. Messieurs, on va désormais passer au fameux quiz. Pour du coup le troisième quiz de la saison. Première question. Giuseppe Meazza, notre grand ami Giuseppe Meazza, est le meilleur buteur de l'histoire de l'Inter. Combien de buts a-t-il inscrit? Au plus près, évidemment, comme vous en avez l'habitude sur les quiz. Est-ce que tu peux nous redire, juste pour nous aider, combien il a de présence?
Il a Combien joué de matchs? 409 J'ai pas compris, Karim. il a joué 409 matchs, notre ami Meazza, c'est notre, maillot. 409? C'est ça. À l'Inter, il a joué 409 matchs. Vas-y, moi je te réponds direct, 351. 351 pour, Alban. P5, Moi, je vais être un peu moins ambitieux avec tout le respect. Moi, je crois que c'est un truc avec 200, je vais dire 250 pour arrondir. 250. Ouais. Eh bien, c'est P5 qui 289. prend le premier point, puisqu'il a mis 284 buts. Donc, P5, tu as une trentaine près. Bien joué. 284 buts, et c'est donc évidemment le meilleur buteur de l'histoire de l'Inter, en tout cas en 2023. Peut-être que J'aurais ça dû dire changera mon dans les 289 plus vite. J'avais après. prochaines années. Donc, un point pour P5. Deuxième question. Bien joué. Notre ami Danilo D'Ambrosio, qui a quitté l'Inter récemment pour Monza, se classe parmi les meilleurs défenseurs buteurs de l'Inter. Mais combien de buts a-t-il marqué avec le maillot de l'Inter? Toute compétition confondue? Toutes compétitions confondues avec le maillot de l'Inter. Toujours au plus près. Ok, je vais commencer cette fois. Comme ça, on équilibre. Oui. Moi, je vais te dire 35. 35 buts pour P5. Putain, Alban. je serais parti un peu Bien. dans ces eaux-là. Là, de toute façon, c'est soit je fais l'enflure, je dis 34, soit je dis 36. Putain. Parce que ouais, il en a marqué pas mal, mais Après 35, ça fait énorme en vrai. En y repensant, là, je vais rester ouais, sur ma position, mais ça fait ouais, mais beaucoup. après, il était là depuis 2012-2013, si je dis C'est vrai. si je dis pas de bêtises. Donc, Ouais, un peu plus, je crois, mais ouais. tu mets 3-4 buts en moyenne par saison. Ah, j'avoue. On verra. Combien tu Bon, allez, je vais dire 37. Oh, 7 buts? Eh bien, c'est P5 qui marque son deuxième point, puisque Danilo D'Ambrosio a marqué 20 buts avec C'est l'Inter. tout? oh bordel, j'aurais pas dit. Hein. Avec l'Inter. Est-ce que tu comptes les buts contre Lugano en match de préparation ou pas? Parce que... Bah, si c'est ça, c'est Pelé là. C'est Alors moi, dans ma carrière, je suis au-dessus de Pelé dans ce cas-là. Hein. Ah ouais. 2 points donc Aussi peu? Ah, je pour suis notre choqué. ami P5. Alors cette fois-ci, ça va se compter au point. Donc, Ok. tant que vous arrivez à me donner des joueurs dans un temps imparti, vous gagnez des points. Citez-moi joueur serbe passé par l'Inter. Kolarov, Un point pour Gauthier. Mais... Stankovic. Ah oui, Un attends. point pour Gauthier. Ah merde, faut faire tourner parce que sinon là, je suis en train de Ah, non, lui. mais justement, c'est au buzzer, si je puis dire. Et Donc, dès que Lialic, dites-le. Jalic, je continue. Mihailovic? Oh, bien joué. tu m'as dit Mihailovic? Mihailovic, un point pour Stankovic, fils. Kolarov? Fils, 4 points. Kolarov, je crois que tu l'avais dit, Je l'ai Gauthier. dit, ouais, je crois que je l'ai dit, ouais. Ah, tu l'avais dit, pardon. Vidic. Vidic, 5. Ah, il reste encore quelques secondes. Hmm, Ah, j'ai plus là. Attends, On a Alban. Putain, j'en ai un, c'est horrible. T'en as là? Ah ouais. Non, Ah, moi, dans la bande terre en plus. Oh putain. Et c'est fini, malheureusement. Le temps est passé. Donc, 5 points plus les deux. Donc, ça fait 7 pour Gauthier, plus le point pour Alban. Donc, on en est à 7-1, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous dire ceux qui avaient d'autres Ouais. si... Alors, je vais tous Vas-y. vous les dire. 7-1, je vais juste hop là, le noter. Donc, on avait Filip Stankovic, Aleksandar Kolarov, Adem Jalic, Nemanja Vidic, Zratko Kuzmanovic, Sinisa Mihailovic, Putain, Dejan je suis Stankovic, Vladimir dégoûté. Ivkovic, Oh, Aleksandar Stankovic et Alen Stevanovic. putain, Kuzmanovic, Ouais, le célèbre numéro 17. voilà, Oh et là c'était lui que là. j'avais, putain, je suis fou. Ah ouais, Je lui, t'avais il m'a dit dans la bande matrixé. terre en T'as plus. raison. Oh, Non, t'as raison. Et Honnêtement, je te le mettrais même carrément non, parce que j'avais même pas pensé, moi. putain, je l'avais pas, mais moi. ne t'inquiète pas, En il plus, y a pas mal de je, questions pour revenir. Ok. je sais pas en plus si il y avait des joueurs, parce que par exemple pour Stankovic, qui ont eu plusieurs nationalités sportives au fur et Ouais, à mesure c'est vrai aussi. des saisons, donc peut-être qu'il y en a encore encore plus que ça. Fédé, si tu nous écoutes, balance Ouais. la liste. Et lui, il allait nous le sortir, le Stevanovic, qui a joué, je crois, dans les années 80. Alors, quatrième question. Combien de buts et où, la question importante, combien de buts et ou de passes décisives
Marcus Thuram a-t-il réalisé contre l'Inter? Comment ça? Et où? Est-ce C'est qu'il a soit mis but, un soit but passe et décisif. 0 Ah, but De toute façon, c'est quand décisif? il était avec le Borussia Mönchengladbach, parce que autrement, je crois pas qu'il ait Peut-être joué qu'il y a contre plutôt nous. qu'une passe D, peut-être qu'il y a 3 buts, 3 passes D. Donc à vous de me dire combien de buts, nombre de buts nombre de passes D et ou nombre de passes décisives qu'il a mis contre l'Inter. Je crois pas qu'il ait Et on donne pour une marqué. les tous, réponse chacun? et si vous avez le tout pile, il y a 3 points à la clé. On donne une Donc réponse chacun ou allez-y, si vas-y, vous Adat, dès que vous avez une réponse Ouais. à à donner. l'honneur. Je vais dire en premier, comme ça, Vas-y, vas-y. ça se fera dans la foulée. Je j'ai pas de souvenir de le voir marquer contre nous avec Mönchengladbach. Peut-être que je me trompe. Après, je sais que c'était des matchs pas évidents. Donc qu'est-ce que Ah, tu te dis comme réponse, je Alban? dirais peut-être une passe décisive. Une passe décisive. Et Et toi, ben Gauthier? moi, je vais dire 2. 2 et pas de but. 3, 2 passes décisives, 3 points pour Gauthier qui avance. C'était un tout pile, c'était compliqué parce que Ah, parce il y que avait moi, je me il y avait rappelle la du retour où c'est Hoffman qui marque sur un but qui était pas hors jeu, mais tu sais, limite. Et c'est pas Mmh. Thuram qui fait cette passe-là? Je crois que si. Je crois qu'il en fait une à Ouais. l'aller et une au Et retour, au si je retour, oui, oui, c'est bien ce que je me disais. avec le match fou. 5e question. Quelle est aïe, quelle est plutôt la 2e meilleure vente dans l'histoire de l'Inter et pour quel montant? Putain, mais tu m'as fait la même question la dernière fois pour le 4e. Oh là là. La vente, hein. Le 1er qui l'a, vous donnez le La joueur, vente? il est allé, La plus vente la et la le somme. montant. Ah, la vente, j'ai cru que Ouais, c'était l'achat, là, je ouais, réfléchis à l'achat, non, la le vente. joueur, enfin, quel est le joueur, qui a été vendu, à quel club il a été vendu et pour quelle somme il a été vendu? Donc les 3 combinés. Oh putain. Ok. Quelle est la 2e meilleure vente dans l'histoire de l'Inter? Ok, attends, laisse-moi réfléchir. Alors bah, je je... donne pas d'indice, Non, mais non, normalement ça ne doit même pas nécessiter de réflexion. je vais commencer, je vais te dire Icardi au PSG pour 50 millions. Icardi, PSG, 50 millions d'euros. On va prendre d'abord la réponse d'Alban. Alban? Bah, de toute façon, en 1, c'est Lukaku. Putain, j'hésite avec, Hakimi du coup au PSG. Non, 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 non. André Onana à Putain, United je l'ai pour, oublié. 54 ou 55 millions, non? Oh, je l'ai oublié. Eh bien, c'est une réponse fausse pour P5 et c'est une réponse fausse pour Alban. Ce n'est Oh, aucun des deux. C'est Zlatan Ibrahimovic au Barça pour 69 millions d'euros. C'est 69, c'est pas 45 ou 47? plus. C'est sur Transfermarkt, c'est comptabilisé à 69. Ouais, parce qu'il y a Eto'o dedans, non? Et ouais, parce que pour moi, c'est 45, C'est 45 plus plus Eto'o. Eto'o. Mais ouais, sur Transfermarkt, il le comptabilise. Bah oui, parce qu'en fait, il n'y a pas Oh, d'échange le de joueurs dans le sens où fumier. tu joues un mec Oh, les et ensuite tu fumiers. achètes un mec pour la différence. Donc, dans l'histoire de l'Inter, techniquement, c'est Zlatan la plus grosse vente. Parce que voilà, vu que les échanges de joueurs, ça Et le n'existe pas et dans le le foot. 3e du coup, c'était bien Onana par Onana, contre? je pense. Non, c'est Hakimi toujours. Pour Hakimi, OK. 65, quelque chose comme ça. Oui, une sorte comme 65-68. Ah ouais. OK, d'accord. Bah, malheureusement, aucun Bon, point pour. pas de Cette- regret, du Pas de coup, regret, pas de ouais, mais regret. voilà, bon. pas de- Mais c'est des enflures, Transfermarkt quand Ouais, même. franchement, si vous voulez écouter L'échange Transfermarkt. de joueurs n'existe pas. Tu même pas, c'est pas, tu sais, c'est pas comme dans FIFA où c'est 15 Oui, millions oui, plus. oui, oui. Non, mais en Mais soi, là, c'est logique, mais tu vois, dans la réflexion qu'on a, nous, c'est vrai que voilà, parce que eux, ils mettent la valeur de Eto'o entre guillemets. bah, précise Euh, Transfermarkt la prochaine fois. mhm. Bah, justement, autre question Transfermarkt. Ok. Oh là Combien là. l'Inter débourse-t-il pour ramener Clarence Seedorf à l'Inter? Et de quel club il vient? Bon, Il c'est vient une du question. Real. Point pour Gauthier, Ça, 11-1. c'est sûr. Allez, Alban. Bah, Ou putain, même Gauthier, hein, le premier qui a à à vous dire la somme, l'époque, comme d'habitude, le plus près gagne. Et comme d'habitude, Moi, 2 points pour le pile. je te dirais 18 millions 5. 18 millions 5. Et toi, Alban? Pour quelle somme? de toute Si façon, peut dire. j'aurais pris la même fourchette entre 15 et 20, mais pouah. C'est en quelle année le transfert? C'était les années 2000, mais alors, C'est en Ouais, je 2001, sais que 2001, c'est non? ouais, pour moi, Un truc comme ça? c'est 2002? oui, ouais, je pense une somme, ouais, des très début des années Ouais. 2000, mais alors ça, j'ai pas Ouais. le temps de parce que moi, ouais, j'ai je le vois avec le maillot de 2001-2002. Bon, vas-y, je vais te dire, 16 millions, mais vraiment sans grande, 16 millions, sans grande certitude. et 18,5 pour, Gauthier. Ouais.
Eh bien, point supplémentaire pour Gauthier, puisqu'il Oh. vient pour 24 millions d'euros depuis le Real Madrid. J'ai hésité. C'est pour ça, en fait, je savais plus si c'était un 1 ou un 2, mais je sais que c'était un truc de ouf à l'époque. Ouais, Ouais. pour l'époque, c'est C'était un énorme. truc de ouf. Hein, J'ai pas osé aller trop, mais je me 24 suis dit, je vais la jouer au bluff devant millions avec Alban. Liverpool pour, Mais t'as raison en vrai, mais parce que pour l'époque, c'est vrai que Ouais. pour un milieu de terrain en plus, c'est vraiment énorme. bah, maintenant Après, pour le même au Real, il Aldandi. a fait dinguerie, ouais. Il a fait dinguerie à l'époque au Real. C'était trop chaud. L'écart quand même se creuse, mais franchement, Alban, il y a moyen de revenir. Ah ouais. Il y a encore Ouais. des questions, donc Tu vas nous faut faire donner le 11 de Inter Sassuolo en 2000, en 2000, en 2013. 2014 avec Ivanovic. Je peux Oh dire tout là de suite. là. Septième Avec- question, c'est un qui est. Alors, c'est pas le où joue, hein, c'est pas le traditionnel où joue, là, c'est plutôt le qui est. Je vais vous donner des clubs, pas tous les clubs, de la carrière d'un joueur qui est Ça, passé par c'est trop le l'Inter. jeu à fédé, ça en plus. Moi, je kiffe. Hein. Et C'est c'est mes à jeux vous préférés. de trouver le joueur. Donc, je vais enlever des clubs C'est dans exprès. l'ordre ou pas? Quand même, tu les Oui, mets dans l'ordre, même s'ils ne sont pas je les tous? mets dans l'ordre, mais j'enlève des clubs. Ok. Oh, Il est passé par l'Inter. Il est passé par Liverpool. Coutinho. Il est passé par Aston Villa. Coutinho? ouais, bah, écoute, Coutinho. Bon point pour P5. Vous avez vu, j'ai quand même mis de l'actuel. Hein. J'ai pas mis un mec de 1963 Ouais, qui a ouais. point supplémentaire pour Gauthier. Je crois qu'il y a 13-1 actuellement si mes calculs sont bons. à la Alors, pétanque, le match il est fini là. Après, j'enterre jamais Alban, moi. J'enterre jamais Alban. On est déjà à l'apéro là normalement, mais bon. de quel club vient Thiago Motta quand il arrive à l'Inter et lors de quelle saison il arrive à l'Inter? Genoa, 2009-2010. Enfin, il vient pour la saison 2009-2010. Non, 2 points pas. du coup pour Ah Alban. si? Ah, putain. 13 points à 3 du coup. Pour Alban avec Thiago Est-ce que Motta tu peux me dire si, je sais pas si tu as le truc sous les yeux, mais si Thiago Motta, il fait directement Barça C'est ce que Genoa ou c'est ce que j'allais dire. s'il a un intermédiaire entre les Heu deux? j'ai même pas regardé. Là, je peux pas check, je me suis juste mis les réponses Pas de souci, J'allais dire t'inquiète. Barça, moi. C'est pour ça que Genoa, au début, c'était pas avant? possiblement. Parce que bon, après, les clubs comme ça en Italie, parce que mine de rien, le Genoa, il y avait quand même un niveau. Oui, Mais il y c'est avait pour ça Milito aussi. que Il vient avec Milito. pour le triplé de 2010, vraiment le Genoa, on leur donne une fière chandelle, hein. Et on va refaire le citer. 9e question. Citez-moi 2 joueurs colombiens passés par l'Inter, excepté Juan Cuadrado. Guarin. Higuaín? Ah, Murillo. Ah, bien non, vu. donc, attendez, donc ça fait 14-4. Donc là, c'est bon. Il en reste 2. Et il y en a un qui vaut 2 points, parce qu'il faut le trouver, lui. Tu l'as mis, Murillo? Ouais, il a dit Oui, Murillo. et OK. il en reste 2. Donc un qui a joué dans les années 2000 et un qui a joué il y a quelque temps, dira-t-on. Les années 2000. Franchement, le mec, Ah, franchement, le Cordoba. Bien sûr, Cordoba, bien 15-4 sûr. pour Mmh. Gauthier. Le dernier, Je franchement, c'est quoi? Je mets 3 points parce que celui-là, il est très compliqué. Hein. C'est un mec, même Fédé, je pense qu'il l'a pas, franchement. Ah ouais, Karine, ça sert à rien dans ce cas-là. Franchement, avec tout le respect que je nous porte. Est-ce que vous pensez peut-être savoir? Peut-être qu'il y a un éclair, il y a un mec qui a dit ah, je l'ai, il est Attends, ça. Est-ce que je vous putain, donne moi le prénom? Vas-y, vas-y. vas-y. Allez. Eh bien, le joueur colombien s'appelle Nelson. Son prénom. Putain, j'allais dire Nelson Montfort, mais aucun rapport. Non, les Colombiens. Et je crois pas qu'il est passé par l'Inter. Eh bien, c'est Heu, Nelson Rivas qui est passé à l'Inter dans des années bon, plus anonymes, dira-t-on. non, Ouais. ouais, j'avais Non, pas. j'avais pas non plus. Et voilà, seulement 5 Colombiens et Cuadrado, mais bon, Cuadrado, je vais quand même pas vous le compter, faut pas abuser. Et on termine du coup par le où joue. Où joue actuellement un joueur toujours passé par l'Inter, Cédric Soares, Arsenal? Arsenal. Il Ouais, est toujours à Arsenal. il est toujours à Arsenal, il fait que cirer le banc en plus. Oh là là, quel Il a été gâchis. prêté à Fulham il y a quelque temps. L'année dernière. Mmh. Ouais, il a été prêté à Fulham il y a quelque temps, mais là, bon, il a décidé de rester à Arsenal. Je crois qu'il est en fin de contrat en plus. Donc, ouais, il avait joué à l'Inter durant la bande terre, hein, la Attention, fameuse hein. terre. Et, Fin de contrat, si BP nous écoute.
Oh mince, il est en fin de Ouais, contrat. ça m'étonnerait Je pour sais pas, lui il quand peut même. Oh, on sait jamais, hein. jouer On dans sait une jamais. défense à 3, il peut jouer côté gauche, côté droit, ça c'est le futur Darmian, ça je reconnais. Il nous en fait un futur Darmian. Eh bien écoutez les gars, on va s'arrêter là du coup pour le podcast. Merci évidemment pour les auditeurs de continuer à nous suivre et de continuer aussi à participer au quiz et de réagir en commentaire et tout ça. N'oubliez pas, comme toujours, de vous abonner sur la chaîne YouTube, la chaîne Spotify. Et nous, on se retrouve évidemment pour le podcast hebdomadaire qui sortira certainement samedi. Prochain match face à l'Atalanta à l'extérieur. Déplacement à Salzbourg, réception de Frosinone avant la trêve internationale. Donc, il y aura quand même des matchs plutôt intéressants à suivre. Merci Gauthier, merci Alban pour le podcast. Et ben du coup, on se retrouve une prochaine fois. Ciao à tous. Merci à tous d'avoir suivi le podcast. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et on se retrouve très prochainement pour un prochain podcast. Ciao tutti.